Bonne fête, Vince! Bonne fête, Sam! Ben oui, 1 an déjà. On se croirait pas, ça a passé vite. Ça a passé très vite. Donc c'est notre 27e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où 2 jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, on va célébrer notre anniversaire. Oui. Faut fêter ça en grand. Donc, pour célébrer tout ça, on a fait un appel aux auditeurs, on vous a demandé de nous envoyer des questions. On va prendre le temps d'y répondre. Mais ça va être pour plus tard. Avant tout, comme le veut la tradition, on va vous parler du jeu qu'on a parlé il y a 1 an. Parce que oui, c'est une nouvelle tradition qu'on va instaurer maintenant. Donc on va faire un petit retour sur le jeu, les jeux du duel de v'là 1 an. Donc v'là 1 an, c'était notre épisode 1. Puis la thématique, c'était... Nos jeux préférés. On voulait se présenter, on vous a donné nos top 5 de jeux, puis on a fait le duel avec nos 2 numéro 1. Donc c'est ça, de mon côté, j'avais le jeu Sight. Et Sam, tu défendais... Guards of Atlantis 2. Donc, 1 an plus tard, Vince, est-ce que Sight, c'est encore ton jeu préféré? Pas mal, ouais. Mais c'est dur à dire. C'est Star Wars Rebellion... C'est vrai qu'on avait triché un peu parce qu'on voulait se garder le duel Ouais. Rebellion contre War of the Ring. Ouais. Puis, mais c'est difficile. Mais je pense que c'est Rebellion qui prend le dessus. Plot twist! Mais Sight, est-ce que t'as rejoué depuis l'année passée? Oui, on avait joué une partie justement où est-ce qu'on avait commencé la campagne. Qu'on n'a jamais continué, mais oui, c'est vrai. Ouais, on avait trop de jeux à jouer en dehors de Sight, qu'on connaissait bien. Mais oui, on a rejoué. Je me rappelle en plus, j'avais gagné cette dernière partie-là. Puis j'aime toujours autant le jeu. Je trouve l'aspect engine building, le contrôle de territoire, qui est pas si... tu sais, il y a pas tant de militaires que ça en fin de compte parce qu'on fait plus se menacer qu'autre chose. J'aime encore autant le jeu. J'y rejouerais là, si on n'était pas en train d'enregistrer. Ok, bon, on va arrêter, on va jouer à Sight. Bye, à la semaine prochaine. Moi aussi, j'aime encore le jeu. Toujours aussi bon, toujours aussi beau. Il a fêté ses 6 ans, là, pas longtemps. Comme tu dis, on a rejoué une fois ensemble. Je pense que j'ai rejoué une autre fois avec d'autres gens. On l'a pas si longtemps, en fait. Toujours aussi cool. C'est ça, c'est un beau puzzle d'optimisation plus qu'un jeu de confrontation, mais quand tu le sais pis que tu t'attends à ça, il livre la marchandise. Ouais. Tu sais, c'est pas un jeu qui a vraiment de failles non plus, fait que je pense qu'il vieillit pas mal. Il est solvable, si on veut. Dans le sens où il peut avoir une solution. Il y a une solution optimale quand t'as telle faction avec tel plateau. Ouais, peut-être. Mais, tu sais, le temps que tu te rendes là, faut que tu y joues en tabarouette. Ouais. Ou peut-être checker les forums un peu trop. Oui. Puis moi, de mon côté, c'est ça, j'avais parlé de Guards of Atlantis 2, c'est encore mon jeu préféré, je joue encore régulièrement. J'ai joué il y a pas si longtemps avec Martin Lafrenière de la zone de jeux de société. Je pense qu'il y a pas de temps trippé. Non? Tu sais, le jeu est frustrant quand tu l'apprends, là. Des fois, tu te dis, ah oui, je vais faire telle attaque, ça va être vraiment fort, puis là, l'autre, il le sait. En tout cas, moi, je le sais c'est quoi son attaque, fait que je sais comment faire pour l'éviter. Puis là, finalement, tu peux rien faire, puis tu sais, c'est... Ouais, c'est pas un jeu qui pardonne beaucoup. Puis c'est ça, il dit que, tu sais, lui, la plupart du temps, il joue solo ou à 2, fait que c'est pas le genre de jeu pour lui, mais je pense qu'il a apprécié le design, mais que, tu sais, il va pas essayer de se le procurer, mettons. En parlant de se le procurer, tu l'as finalement eu version physique? Oui, c'est ça. Jeu vraiment beau, super bien produit. Il y a vraiment rien à redire. Les mini sont sur la coche, le plateau il est beau, les cartes. Tout est top notch. Vraiment cool. On travaille déjà sur la prochaine expansion avec des nouveaux héros. Présentement 7 qui sont en playtest. Donc, si jamais vous trouvez que ça a l'air cool, vous avez manqué le bateau avec le Kickstarter il y a 2 ans, ne vous découragez pas. Il va y avoir une autre campagne dans un futur moyennement rapproché, j'imagine. Puis sinon, à très très court terme, il va y avoir des copies disponibles sur le site de l'éditeur. Donc,
abonnez-vous à la newsletter ou allez sur leur Discord pour rester à l'affût de ça. Ça s'en vient très bientôt. Puis le producteur, c'est Wolf Designer. Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien vers leur Discord dans les notes du show. Cool, donc on va maintenant passer à la vraie tradition des jeux auxquels on a joué récemment. Vince, j'ai cru comprendre que t'as joué à un jeu de Tower Defense. Oui, j'ai joué récemment au jeu Bad Bones, designé par David Flies et publié aux éditions Sit Down! Parce qu'il y a un point d'exclamation, fait qu'il faut que je le dise plus fort. Dans le fond, c'est le jeu qui a probablement le plateau le plus triste que j'ai jamais vu, parce que c'est un plateau blanc avec une bordure verte. Puis tout le monde a son plateau personnel, que c'est ça. Tu es en train de dire qu'il aurait pu appeler ça Bad Boards? Oh! Mais il y a une raison pour laquelle le plateau est drame. C'est parce que on a ce plateau-là, blanc, chaque joueur a son propre plateau individuel, qui est un gros quadrillé. Puis au milieu, on a une tour, qui est plusieurs étages de tour empilés, puis on a notre héros. Au début, le plateau est vide, mais plus la partie avance, plus il y a des squelettes qui vont apparaître sur le plateau. Et là, il faut réussir à empêcher les squelettes de détruire notre tour ou de détruire notre village qui est en bas de notre plateau. Pour pouvoir empêcher les squelettes de toute façon, il faut pouvoir les battre. On peut utiliser différents pièges pour les empêcher. On a des catapultes. À chaque tour, dans le fond, les squelettes vont toujours avancer dans la direction qu'ils vont pointer. Il y a quelques endroits sur le plateau qu'ils vont changer de direction pour les orienter vers notre tour, parce qu'ils peuvent partir comme trop haut. Puis là, à un moment donné, ils atteignent une flèche qui leur dit « descends », puis là, ils descendent directement vers ta tour. Puis dans le fond, en avançant comme ça, on peut mettre les pièges devant eux pour qu'ils s'y prennent. Puis on a des pièges comme la catapulte qui nous permettent de prendre un squelette et de l'envoyer chez notre voisin. C'est pas mal le gros de l'interaction avec les autres joueurs, c'est qu'on peut leur donner des squelettes quand ils sont mal pris. Puis c'est un jeu où, en fait, il y a juste un perdant. Ouais, c'est le premier qui se fait prendre sa tour qui a perdu, dans le fond. C'est ça, sa tour ou son village, puis c'est ça. Fait que c'est un peu, il faut survivre, puis on peut se nuire un petit peu, mais pas tant que ça. Donc c'est ça, on a des pièges qui sont comme la catapulte, on a un dragon qui les fait changer de direction, on a un trésor qui attire les squelettes, on a aussi des murs qui les font changer de direction. Dans le fond, les squelettes, ils rebondissent sur les murs, puis on va les envoyer dans d'autres directions. Puis s'ils sortent de notre plateau, ils s'en vont chez nos voisins. Puis il faut gérer un peu tout ça. Puis ça va vraiment escalader rapidement. À toutes les fins de round, on finit qu'on se sent un peu à l'aise, là, qu'on a fait le ménage, puis qu'on n'a pas trop de squelettes dans les pattes. Mais ça réapparaît vraiment fréquemment, puis tout le temps, puis on se fait rapidement... on est rapidement dépassé par la quantité de zombies qui nous tombent dessus. Puis, dans le fond, c'est-tu en temps réel? Tu sais, souvent, les Tower Defense, c'est le petit stress justement du temps réel que, tu sais, c'est pas trop compliqué, mais t'as tellement de choses à faire que t'as pas le temps de tout faire, tu sais. Dans ce cas-ci, non, c'est ça. C'est vraiment des étapes qui progressent. Donc, on a une étape qui dit faire apparaître les squelettes. Il y a une étape qui dit, OK, le héros peut bouger puis mettre son piège. Les squelettes avancent. Mais t'as-tu comme des mécaniques qui essayent de recréer cette expérience-là un peu? Là? T'as-tu le feeling de Tower Defense ou t'as plus l'impression de... Ben oui, parce que justement, tout ça, tu sais, tu le joues pas en temps réel, mais tu sais, la séquence des événements fait que tu sais, t'as l'attention, tu les vois arriver, puis tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu te déplaces pas loin, parce que les pièges puis tout ça, c'est ton héros dans le fond qui les fait, puis il faut que tu le déplaces, puis t'as des déplacements limités. Ok. Fait que oui, tu sens l'urgence de dire ah non, là, il y en a plein dans le coin en bas à droite, il faut que je me grouille à aller vers là, ou ah non, il approche de la tour, quel côté que je bloque en premier, quel côté que c'est moins grave, puis tout ça. Puis y a-tu comme la façon qui arrive, c'est-tu un peu random ou tu sais tout le temps Tu vois un tour d'avance où est-ce qu'ils vont arriver. Dans le fond, quand tu fais l'action de faire apparaître les squelettes, tu les mets sur le plateau autour. À ce moment-là, tu peux pas les toucher, mais tu vois qu'ils vont arriver là, puis que autour de l'action de mouvement, ils vont avancer là. Mais quand t'es fait apparaître, c'est aléatoire. Oui, okay. toujours. Mais c'est aléatoire où est-ce qu'ils apparaissent? Oui. Mais le nombre, est-ce que tu le sais ou... Oui, c'est toujours un nombre fixe. Puis ça augmente-tu dans le temps, mettons, pour augmenter la difficulté ou non? Non. Et tu vas juste en avoir plus si les autres t'en envoient, dans le fond. C'est ça, tu sais, puis justement, vu que t'as la catapulte, tu peux les envoyer aux autres. Puis aussi, un truc important, c'est que tes pièges, une fois qu'ils ont été utilisés une fois, il faut que tu les récupères. Parce que s'ils se font toucher par un squelette une deuxième fois avant que tu les récupères, ils cassent, puis tu peux plus l'utiliser. Ok. Fait que t'as un peu cette notion-là, oui, tu peux mettre des pièges partout, mais
tu peux toutes les perdre si tu gères pas bien. Ouais, ok. Puis ça met un peu un timer sur le jeu, j'imagine, de manière tu manques de pièges, fait que tu vas finir par perdre. Ouais, c'est ça. Puis à la longue, c'est ça, tu peux pas toutes les arrêter, là. Tu finis par être submergé à un moment ou à un autre. Ça prend combien de temps de partie? C'est assez rapide. Je pense que ça nous aurait pris une demi-heure, une partie. Puis tu sais, c'est un peu indépendant du nombre de joueurs, vu que tous les joueurs jouent, c'est ça, tout le monde joue de façon indépendante. Fait que ça roule quand même bien, là. À moins que quelqu'un soit vraiment buggé sur une décision à prendre, là, ça se fait rapidement. C'est ça. Puis là, dans le fond, nous autres, on a joué comme le mode de base, mais on peut rajouter d'autres modules. Il y a des nouveaux pièges qui s'ajoutent aussi à ça. Fait que c'est quand même une expérience qui peut évoluer, là. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Tu vas-tu te l'acheter? Ben, vu que j'ai un ami qui l'a, je pense que je l'achèterai pas. Mais tu y rejouerais-tu? Ouais, j'y rejouerais mais avec niveau de difficulté plus élevé. Donc, c'était Bad Bones de David Flies, des éditions Sit Down! Puis parlant de jeux que les joueurs peuvent jouer en simultané, on a joué ce soir un jeu qui s'appelle Next Station London, qui a été designé par Matthew Dunstan et publié aux éditions Blue Orange Games. Donc c'est un petit jeu de flip and write, ou de tourne et écrit. Donc chaque joueur va avoir sa petite carte de Londres, avec le fleuve de la Tamise qui passe dans le milieu, puis différents lieux touristiques, puis différents lieux points, qui sont tous reliés par des petits pointillés. Puis dans le fond, le but du jeu, ça va être d'aller bâtir des lignes de métro sur ces pointillés-là pour relier les différents points d'intérêt de Londres entre eux. Puis ce que j'aime au final, c'est que le but de les relier, c'est aussi de faire probablement le métro le moins efficace possible parce qu'il se recoupe partout, tout bord, tout côté. Ouais, c'est ça. Dans le fond, la twist, c'est qu'il y a 4 lignes de métro. Puis à chaque ronde, on va en faire une chacun, mais on fera pas la même. Fait que si au ronde 1, moi je fais la ligne rose, ben Vincent il va faire la ligne mauve. Après ça, au ronde 2, je peux faire la verte, puis Vincent va faire la bleue. Puis on tourne comme ça jusqu'à là qu'on ait fait nos 4 rondes, puis nos 4 lignes. Puis qu'est-ce qui va décider comment qu'on peut faire notre ligne, dans le fond, c'est que c'est ça. On a le paquet de cartes qui va être flippé à chaque tour. Puis là, on révèle la carte, puis dessus, il va y avoir un symbole. Puis dans le fond, chacune des stations possibles, il y a aussi un symbole dessus. Là. Il y en a 4 ou 5 différents, je pense. Il y en a 4, c'est carré, triangle, cercle, puis pentagone. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, on part tout le temps d'une des deux extrémités de notre métro, puis on doit, si mettons on flippe un triangle, ben faut aller de cette extrémité-là vers une station qui est un triangle. Puis qui reste à une distance de 1. D'un de nos deux bouts. Puis c'est ça, en début de partie, on va piger des cartes objectifs qui vont un peu nous dire comment qu'on devrait s'enligner. Là. Ça peut être, par exemple, de traverser le fleuve un certain nombre de fois, ou de relier toutes les stations touristiques entre elles, ou d'avoir X nombre de stations qui ont au moins 2 lignes de métro qui passent par là. Puis on a aussi d'autres points bonus, quelques petites façons, là, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais dans le fond, on a des petites restrictions qui s'appliquent pour nous donner des points de plus si on est capable de remplir ces restrictions-là. Fait que d'une partie à l'autre, c'est ça, il y a de la variabilité. On a toujours des objectifs qui sont différents, en plus des objectifs qui sont constants. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, la grosse majorité des points va venir de comment on fait nos lignes, dans le fond, parce que la ville est comme divisée en zones, puis chaque zone a plusieurs... En fait, la plupart des zones ont plusieurs stations dedans, puis dans le fond, la zone où on a le plus de stations, ça va être notre multiplicateur qui va multiplier le nombre de zones que notre ligne passe par là. Donc, si j'ai 5 stations dans une, puis que j'ai 3 zones au total, ben je fais 15 points. Fait que souvent, c'est intéressant de faire une longue ligne, mais qui va un peu traîner dans un quartier pour, justement, augmenter notre multiplicateur. C'est ça, puis après ça, aller zigonner dans les coins des différentes zones. Puis c'est ça, il y a à peu près pas d'interaction, là. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, puis honnêtement, c'est plus, on fait chacun notre petite affaire, puis on regarde qui a le plus haut score à la fin. Ouais, comment tu disais ça déjà, c'est un jeu où où tu joues ton jeu tout seul. Ouais, c'est du solitaire en multijoueur. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a moyen de rajouter un peu de défi, là, si on permet les contacts physiques entre joueurs, là, puis que tu bombes pendant qu'elle est en train de dessiner sa ligne, là, mais je sais pas à quel point ça va améliorer le jeu. Puis le jeu est aussi disponible sur Board Game Arena, en fait, c'est là-dessus qu'on l'a joué. En fait, moi je l'ai juste joué là-dessus, mais tu sais, j'ai vu des photos, le jeu a l'air beau, là, puis le artwork sur BGA, c'est fidèle dans le fond, là, tu sais, c'est très coloré.
C'est assez minimaliste là, comme approche, mais ça fit bien avec le jeu. Ouais. Donc c'était Next Station London de Matthew Dunstan et publié par Blue Orange. Puis finalement, un autre jeu qui lui est en solitaire mais pas multijoueur, seulement solitaire. C'est le jeu Under Falling Skies de l'auteur Tomáš Uhlíř. Sous toute réserve, mon check est pas à point. Et c'est publié par les éditions Czech Games Edition, justement. Donc c'est un jeu solo, uniquement. Puis c'est un jeu de placement et de manipulation de dés. Avec une thématique qui est quand même assez cool, là. C'est un peu... tu sais, le vieux jeu vidéo Space Invaders, là, avec les vaisseaux qui descendent vers ta base, puis qui bougent, puis t'essaies de tirer dessus quand ils passent au-dessus de ton canon, là. Ben, c'est à peu près ça, mais en board game. Avec des mécaniques un peu plus recherchées, là. Oui! Mais, en tout cas, on voit que l'inspiration est là, quand même. Clairement. Même les petits vaisseaux, ils faisaient presque penser aux petits aliens de Space Invaders. C'est ça. Fait que c'est ça, on a comme le plateau du ciel avec le gros vaisseau mère qui descend puis qui se rapproche de plus en plus de notre base. Il y a les petits vaisseaux qui tombent de là puis qui s'avancent vers notre base. Puis on a notre base souterraine qu'on va varier d'une partie à l'autre. Dans le fond, on va défendre différentes villes. Puis la ville va nous dire d'utiliser, tu sais, c'est des plateaux modulaires dans le fond qu'on peut mix and match, là, top A avec bottom D, etc. Qui vont nous donner une expérience différente à chaque fois parce que sur ces plateaux-là, dans le fond, il y aura différents emplacements où ce qu'on va pouvoir mettre nos dés. Donc on a des emplacements qui nous permettent d'aller chercher de l'énergie, il y a des emplacements qui nous permettent de bloquer le mouvement des vaisseaux. On en a d'autres qui nous permettent de tirer sur les vaisseaux. S'ils sont au bon endroit. Ouais, ça c'est assez tricky des fois. On a des emplacements pour faire avancer la recherche, parce que dans le fond c'est comme ça qu'on va gagner, c'est qu'on doit rechercher faire assez de recherche sur les extraterrestres pour découvrir leurs faiblesses puis pouvoir détruire leur vaisseau. Puis après ça, il faut envoyer Jeff Goldblum s'en occuper. Oui, c'est ça. Puis on a aussi une autre action qu'on peut faire, c'est faire avancer notre excavateur. Parce que dans le fond, c'est pas toute notre base qui est disponible au début du jeu. On a seulement le dessus, puis notre petit excavateur qui est une espèce de petit meeple de drill, ouais. Ouais. Il me fait penser au... Thunderbird, le 4, tu sais, c'est lui qui fait un trou. C'est-tu une foreuse, là? Ouais, mais moi j'allais dire dans les... Teenage Mutant Ninja Turtle, là, dans le vieux cartoon, là, oui, les méchants, ils se déplaçaient avec ça, là. Ouais, comment il s'appelle déjà, le Technodrome, c'est ça? Ben, le Technodrome, c'est comme leur grosse base, là, pis il y a le petit char avec une drill, là, qui... Ouais. Mais bref, ça creuse, puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous débloquer des emplacements pour mettre nos dés qui vont être de mieux en mieux, dans le fond. Puis c'est ça, la grosse twist du jeu, c'est que on va brasser nos dés, puis après ça, on va les placer. On a différentes colonnes d'où les vaisseaux arrivent, mais qui représentent aussi, dans le fond, nos emplacements pour les dés sont dans ces colonnes-là aussi. Puis si je mets un dé, on peut, dans le fond, à chaque ronde, on va mettre un dé par colonne. Puis la valeur du dé, ça va être la force de l'action qu'on peut faire à cet emplacement-là, mais ça va être aussi le nombre de cases que les petits vaisseaux vont avancer. Fait que c'est un peu, faut vraiment calculer comment ça se passe, tu sais, il faut vraiment se dire, ok, si je veux aller chercher 5 d'énergie, je peux le mettre là, mais là, ça fait avancer le vaisseau ennemi de 5. Puis là, s'il se rend jusqu'en bas, ben, il attaque notre base. Si notre base se fait attaquer trop souvent, on perd. Si ça nous prend trop de temps parce qu'on fait des petites actions puis qu'on gère bien les vaisseaux, mais qu'on fait pas assez de recherche, ben là, le gros vaisseau, il continue à descendre, puis s'il se rend jusqu'à la base, on perd aussi. Donc, c'est ça, il y a plusieurs façons de perdre, puis comme je disais, une façon de gagner, donc... oui, on veut faire de la recherche, mais en même temps, si on fait juste de la recherche, puis qu'on s'occupe pas des vaisseaux, ben ils vont péter notre base. Fait. Ouais, puis il faut aussi pour pouvoir creuser, dans le fond, notre base, il faut utiliser une colonne pour faire avancer notre foreuse. Fait que si on dit qu'on veut avancer la foreuse le plus loin possible, ben on se coupe aussi une des options qu'on peut faire dans le reste des emplacements. On n'a pas le choix de l'avancer parce que il y a certains spots de recherche, dans le fond, pour avancer, il faut avoir une certaine valeur pour passer d'un à l'autre. Puis il y a des places que
ça prend absolument 2 dés. Puis là, au début de la partie, on a même pas d'emplacement où on peut mettre 2 dés en recherche d'un coup. Fait que c'est ça, on a plusieurs trucs à gérer. Le jeu est quand même pas facile, je dirais. Ouais, ben c'est qu'il faut vraiment penser à notre affaire, là. C'est un bon casse-tête pour essayer que tout tombe en place, parce que, tu sais, là, tu utilises tes dés, t'as un set de dés, t'as droit à certains rerolls aussi. Tu Ouais, peux c'est rerouler ça. certains dés. Parce que t'as comme 5 dés, il y en a 2 qui sont d'une couleur différente. Puis quand t'es places ceux-là, tu brasses ceux qui restent. Ouais. Fait que tu peux manipuler un peu les dés de cette façon-là. Mais tu sais, t'as pas trop d'informations. Tu sais, t'as des informations sur ce que tu peux jouer là. Mais pour le prochain round, faut un peu que tu penses que faut que tu te donnes un peu de manœuvre, justement. Ouais. Puis c'est ça, le jeu vient avec une petite campagne, dans le fond, des modules qui se rajoutent, des petites règles de plus, puis qui... Bon, c'est une espèce de progression, là. On a tout le temps le choix entre défendre 2 villes, puis si on gagne, ben on a défendu cette ville-là, mais celle-là qu'on n'a pas choisie, ben on n'en parle plus. Tout d'un coup, tu sais. C'est vraiment ça que ça dit dans les règles. On n'en parlera pas, c'est correct de même. Fait que c'est ça, ça nous rajoute des personnages, ça nous rajoute des différentes villes, puis comme différentes mécaniques, des règles de plus, des ennemis spéciaux. Puis après, un coup qu'on a fait la campagne, on peut ajouter tout ça, puis mix and match les modules qu'on veut, puis que ça nous donne quand même beaucoup de rejouabilité. Ce qui est quand même cool avec un petit jeu solo comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est pas long à installer, il est pas long à jouer. Là. Une partie, c'est à peu près une demi-heure. Puis ça inclut le sortir puis le rentrer en boîte. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a pas énormément de composantes, là. Puis c'est bien comme ça aussi. On peut recommencer rapidement aussi si on a échoué. Oui, c'est ça. Tabarouette, il me manquait juste un tour puis je l'avais. Puis fait que là, t'as le goût de réessayer. Puis c'est ça, la campagne, ça te donne une progression. T'apprends tout ce que les modules font, toutes les nouvelles règles, puis après ça, tu peux t'amuser comme tu veux. Fait que c'est bien fait. C'est très cool pour vrai. Si vous aimez les jeux solo, là, ça vaut vraiment la peine. Il est pas cher, puis il y a beaucoup de gameplay dans une petite boîte. Donc, Under Falling Skies de Thomas Oulir, pardonnerai la prononciation encore une fois, et Check Games Edition. Bon, fait que ça fait le tour des jeux auxquels on a joué récemment. Ouais, fait que là, on peut répondre maintenant aux questions de nos auditeurs. Ben, avant qu'on passe aux questions des auditeurs, moi j'en ai une pour toi. J'en ai pas parlé avant l'émission, mais ça serait quoi ton bilan de l'année? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire Board Game Duel? Ah, c'est une bonne question, Sam. C'est vrai en plus que tu m'en avais même pas parlé. Non, c'est ça, je te demande ça à brûle pour point. Go! Ben sérieux, ça m'a vraiment poussé à essayer plus de jeux. Ça, c'est, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve très négatif, là. Mettons que je suis content d'essayer plein de nouveaux jeux. Ça m'a un peu forcé aussi à être peut-être plus critique envers les jeux auxquels je joue. Quand j'essaie un nouveau jeu, je cherche un peu plus à trouver des failles pour justement qu'on puisse en discuter. C'est sûr que le format de l'émission se prête à ça, parce que quand je joue un jeu que je sais que tu vas présenter en duel, on dirait que inconsciemment peut-être, ou peut-être un peu consciemment, je vais chercher les failles, puis je vais chercher les petits points que, tu sais, pour être capable de dire pourquoi que mon jeu est meilleur que le tien, parce que le tien, il a ces défauts-là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, puis je trouve ça intéressant comme exercice, parce que aussi ça me permet de soit réaffirmer un peu plus pourquoi j'aime ce jeu-là plus que le jeu que t'as présenté. Ou des fois même, il y a des fois des jeux que t'as défendus que j'aime presque autant que ceux que j'ai défendus, puis tu sais, mais j'aime ça, l'exercice de... Oui, c'est ça, tu cherches les points faibles à cause du duel, pas parce que t'aimes pas le jeu ou que... Non, c'est vrai, souvent en plus, c'est ça. Des fois ça arrive, là, comme Mansions of Madness, mettons, mais... Oh, ça c'est juste toi, là. Fallait que je le ramène. Mais ouais, fait que c'est un peu ça, je pense que c'est un peu mon bilan. Jouer à plus de jeux, être plus critique quand j'évalue un jeu. Puis de ton côté? Ben moi, je te dirais, une des raisons pourquoi je voulais partir le podcast, c'était pour avoir une excuse pour qu'on passe plus de temps ensemble. Oh. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, ça marche, là. Tu sais, toutes les 2 semaines, on enregistre ensemble, puis il faut jouer à des jeux ensemble pour pouvoir en parler. Fait que ça fait qu'on a plus d'occasions de se voir, plus d'excuses. Puis, pour vrai, c'est vraiment une corvée, là. Non, c'est vrai que quand tu me dis, je veux mettre tel jeu dans le duel, faudrait que tu l'essayes, viens-t'en. C'est pas un gros effort. C'est pas du gros tordage de bras, mettons. Ouais. Fait que ça, c'est ça, je pense,
pour ça a bien réussi. Puis, tu sais, moi, c'est une façon d'exprimer ma créativité un peu. Oui. Parce que ce soit de ce qu'on dit dans le podcast, mais aussi, tu sais, c'est moi qui gère le compte Instagram, je prends les photos. C'est vrai, t'es notre Instababe. Oui. Puis en plus, je trouve, tes photos, on t'a découvert peut-être un talent. Ben, pour vrai, mon téléphone en fait beaucoup. il est super bon, puis comme c'est facile de jouer avec les réglages pis tout ça pour que ça paraisse bien pis tout ça. Puis c'est ça, j'ai appris aussi, je me suis renseigné, j'ai écrit à d'autres à des amis qui faisaient ça depuis plus longtemps que moi, puis tu sais j'ai pris quelques cues puis j'ai essayé d'appliquer ça pis tout ça. Puis ben merci si t'as remarqué que moi je trouve que mes photos se sont améliorées là depuis 1 an. Puis tu sais j'essaie encore de peaufiner, tu sais. Tu sais, c'est ça, tu sais, je fais pas un million d'efforts pour ça, mais tu sais... Ben, tu donnes la peine, là, tu sais. Non, ça, je me donne la peine, mais je pense que là, au niveau que je suis rendu, j'ai peut-être fini ma progression. Peut-être pas aussi, on verra ce que le futur va nous réserver. On peut toujours s'améliorer. Oh oui, c'est ça, mais... T'es satisfait. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est ça, tu sais... Comme je disais, exprimer ma créativité, c'est pas quelque chose que je fais souvent dans la vie, pas à mon travail, pas en dehors du podcast, c'est pas... Ouais, tu sais, on est tous les deux des scientifiques dans la vie en général, là. Fait que tu sais, tout est très carré, puis tu sais, tout est aligné. Cadré, rigide. Ouais. Ouais, pis c'est ça, tu sais, avant, tu sais, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait des affaires de même, ça me permettait un peu de faire ça. Je le fais moins maintenant, fait que tu sais, d'avoir le podcast, c'est une avenue pour m'exprimer mon petit côté artiste. Parce que je suis pas bon dans les autres arts comme la danse ou le dessin, ces affaires-là. Fait que ça me prend de quoi de plus cérébral, puis je pense que le podcast, c'est ça. Ouais. Donc, toi, t'avais-tu des questions pour moi? Je te demande ça de même. Ben oui, question à Fred, pour vrai, là. On va couper le blanc, hein? Non. Sinon, toi, tu trouves qu'on s'est pas mal amélioré depuis le début? Tu sais, on est parti, on s'est un peu lancé dans le vide, on avait aucune idée de qu'est-ce que ça allait donner, puis à date, comment tu trouves notre progression? Autant en termes de qualité de production ou de critique de jeu. En termes de critique, j'ai l'impression que je suis meilleur pour décrire brièvement un jeu que je l'étais au début. Je pense que je suis rendu bon pour vraiment donner le elevator pitch, là, surtout pour les jeux qu'on parle en début d'émission. C'est l'impression que j'ai. Niveau qualité de production, je pense qu'on s'est amélioré, mais faudrait que je réécoute nos premiers épisodes, en fait. Ouais. Ben, moi, j'ai fait ça un peu. Puis, je trouve qu'on s'est amélioré avec le temps. Je pense qu'on a essayé de corriger aussi certaines erreurs, là. J'essaye un peu de réanalyser nos voix, puis de dire, OK, c'est quoi nos petits défauts. Moi, j'en avais peut-être un peu plus que toi au départ. Ben, c'est sûr. Ah. Mais j'essaie de travailler ça. Puis je pense que justement, tous les deux, on avance, on progresse comme ça. Oui, puis je pense qu'on a quand même pogné notre pace rapidement. Tu sais, oui, les premiers épisodes sont plus difficiles, peut-être, niveau juste le parler puis tout ça. Je pense que je suis meilleur maintenant pour faire le montage aussi. En tout cas, ça me prend beaucoup moins de temps, puis j'ai l'impression que je fais une meilleure job aussi. Les transitions sont plus smooth, ça paraît moins les coupures. Ouais, on a un meilleur équipement aussi. On s'est un peu patenté une salle d'enregistrement. Ouais, c'est vrai. On a changé de micro là pas si longtemps. Je sais pas si les gens ont remarqué. Vous nous le direz dans les commentaires si vous avez entendu la différence. Cool, fait qu'on peut passer aux questions du public maintenant. Donc, on a MySpace qui demande: est-ce qu'on peut se procurer des t-shirts et des chandails à capuche avec le logo de votre balado? Ben, pour l'instant, on a fait quelques t-shirts. Pour l'instant, on les donne un peu aux gens qu'on croise, qui sont intéressés puis qui connaissent le podcast. Fait que c'est un peu là où on va être.
C'est ça. Fait que si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, des soirées de jeux publics, vous voulez un t-shirt, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous les apporter. On a 2 formats, médium ou large. Puis on a 2 choix, hashtag Team Sam ou hashtag Team Sam. Hashtag Team Vite. C'est ça que j'ai dit? Donc, prochaine question qui nous vient de Sapristi. Si nous sommes des noobs ou des joueurs qui souhaitent varier les jeux auxquels ils jouent, par où devrions-nous commencer? Ben, moi j'aurais une réponse rapide. Si vous êtes dans un endroit ou dans une ville où il y a un pub de jeux de société, un pub ludique, je pense que c'est la meilleure place pour apprendre. Parce que c'est un endroit où il va souvent avoir des animateurs qui vont pouvoir expliquer les règles, qui vont souvent avoir déjà joué au jeu, qui vont avoir déjà pré-marché l'information. Il y a souvent une large sélection de jeux, puis ils peuvent te guider vers qu'est-ce qui pourrait correspondre un peu plus à ton style de jeu. Je pense que c'est une bonne idée. Sinon, il y a des événements ludiques aussi. Comme il y a le Delirium ludique, le jeu à bout, ce genre de trucs-là. Donc des gros événements publics où ce que les gamers se regroupent. Les gens portent leur jeu, sont super contents d'habitude de partager leur passion, de trouver d'autres joueurs avec qui jouer. Ça peut être une belle occasion aussi d'aller essayer des jeux avant de les acheter. Puis tu sais ça, il y en a des plus gros, il y a des plus petits événements plus locaux aussi. Tu sais, ici en Estrie, on a l'Estrie Joue, que ça pourrait revenir peut-être cet automne. On se croise les doigts. À surveiller. Sinon, c'est ça, moi j'aime bien commencer par le thème. Tu sais, si je trouve quelqu'un est fan de Star Wars, ben essaye 1 ou 2 jeux de Star Wars justement, ou si t'es fan de Game of Thrones ou de... Tu sais, il y en a plein là des thématiques, ou si t'aimes ça, les oiseaux, ben va essayer Wingspan, tu sais. D'aller chercher les gens par le thème, souvent c'est une bonne idée pour les intéresser au jeu, puis après ça, tu sais, on va essayer quelques jeux de quelques thèmes différents, puis là, on voit c'est quoi les mécaniques qui nous plaisent le plus, puis on peut brancher à partir de là. Une bonne façon d'entendre parler de beaucoup de jeux, ben tu on brancher pour notre paroisse, c'est d'écouter des podcasts justement, que ce soit le nôtre ou d'autres, là, il y en a beaucoup. C'est pas le choix qui manque, puis tu sais souvent un peu comme nous, tu sais en début d'émission, ils vont parler des jeux auxquels ils ont joué cette semaine, fait que on a rapidement une idée rapide de beaucoup de jeux, tu sais. Fait que tu sais si il y a 2-3 jeux qui pourraient peut-être nous intéresser puis on sait pas trop lequel acheter, ben on peut googler nom du jeu, podcast, en trouver 2-3 qui parlent de ce jeu-là. Souvent ça va être des petites sections de 5, 10, 15 minutes. On écoute ça puis on fait notre recherche comme ça. Ou sinon c'est ça, il y a beaucoup de groupes Facebook de jeux de société, là, Jeux de société Québec. Il y a Jeux de société Estrie, Sherbrooke, il y en a pour toutes les régions, presque. C'est ça, fait que aller sur ces groupes-là, dire j'aime tel jeu, quel jeu vous me recommandez. Il y a plein de monde qui vont se faire plaisir de vous dire ah ben moi j'aime Wingspan, moi j'aime Ark Nova. Mais ouais, les gens ils sont assez aimables. Quand on pose une question, c'est assez rapide qu'on a des réponses, puis d'habitude les gens restent respectueux aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais comme on va avoir plein de suggestions, puis après on peut éplucher tout ça puis aller vers celui qui nous tente le plus. Puis comme tu dis, c'est dans un pub ludique, c'est une belle place pour essayer avant d'acheter. Donc prochaine question nous vient de Cèdre qui demande à quoi penser pour préparer un voyage pour aller à une convention aux États-Unis et quoi prévoir comme budget. Ça dépend beaucoup, je pense, de où va être la convention. Parce que il y a des conventions plus ou moins éloignées. Il y en a qui vont requérir un billet d'avion. Ouais, c'est ça. Ça va être ça la grosse dépense, la plupart du temps. La convention en tant que telle, tu sais, on peut aller voir les prix de ton badge ou de ton ticket pour rentrer, dans le fond. Sinon, c'est ça. C'est prévoir un logement, de la bouffe, n'importe quoi que tu prévoirais déjà pour n'importe quel autre voyage, dans le fond. Puis souvent, dans ces conventions-là, il y en a qui vont vendre des jeux. Soit il va y avoir des marchés de jeux usagés où que là, tout le monde amène leurs jeux, puis tu peux les vendre puis les acheter sur place. Pas sûr que je recommanderais d'acheter beaucoup de jeux dans ces conventions-là, parce que faut les ramener après.
Ouais, En avion, c'est plus compliqué. Tu peux toujours te le shipper, tu sais, te faire une grosse boîte avec tous les jeux que t'as achetés, puis te shipper ça, mais tu sais, c'est pas... Ouais, si c'est par avion, si c'est par auto, c'est plus facile de les mettre dans ton coffre si tu l'as gardé vide, là. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est ça, y a pas... à quoi penser, tu peux essayer de penser c'est quoi les jeux que t'aimerais essayer. Souvent, ces conventions-là vont avoir des bibliothèques de jeux disponibles sur place que tu peux emprunter puis jouer. Fait que tu peux... Puis tu sais, des fois, ils vont les poster sur Internet, soit sur Board Game Geek ou sur le site de la convention, la liste de tous les jeux qu'ils ont. Fait que tu peux d'avance penser à essayer de te faire une short list de ceux que tu voudrais essayer. Dépendamment de la grosseur de ta liste, ou même si c'est petite, tu sais, faut pas être déçu si t'arrives pas à tout jouer les jeux que t'avais ciblés d'avance, là, surtout si t'en as beaucoup. Parce que, tu sais, justement, c'est une bibliothèque que tout le monde peut utiliser, là, fait que ça se peut que les jeux soient jamais disponibles quand que c'est à ton tour d'aller t'en chercher un, tu sais. Ouais, si c'est des trucs très en demande, des fois, ça peut être compliqué. Ben, souvent, tu sais, les trucs très en demande, ils vont en avoir plus qu'une copie, mais même à ça, tu sais, fait que ça... Des fois, faut être chanceux. Mais c'est ça, de penser à quel jeu tu voudrais jouer. Si tu veux vraiment jouer un jeu, le best, je te dirais, c'est apprends les règles. Comme ça, tu peux le montrer à d'autres joueurs. Toujours plus facile de trouver des joueurs que de trouver des professeurs. Ça se fait, là. Il y en a que ça se trouve, là. Tu sais, moi, je pense à Dice Tower West que je suis allé. Tu sais, ils ont un système de Teacher Wanted, puis tu sais, tu prends ton jeu, tu t'installes, tu commences à lire les règles, il y a quelqu'un qui connaît le jeu, qui va s'arrêter, qui va pouvoir te l'expliquer, qui va jouer avec toi. Mais tu sais, peut-être que ça arrivera pas non plus. Tu peux pas... Ça dépend s'il y en a un qui est présent pis qui a le goût d'y jouer. C'est ça. Puis qui ça donne à être là en même temps que toi. Mais il y en a qui se planifient des parties d'avance, là, qui vont dire, mettons, le samedi soir, telle heure, je veux jouer à tel jeu, je suis prêt à le montrer, qui embarque. Il y a moyen de tout séduire sa fin de semaine comme ça. Puis j'allais dire, pour revenir un peu à la question de Cèdre, si admettons on prend deux congrès différents auxquels t'es allé, admettons Dice Tower West, puis à Toronto. Ouais. Ça ressemblait à quoi dans le fond la dépense totale? T'sais, là on a comme une conférence vraiment éloignée, intense, gros voyage avion. Puis Toronto, tu sais, ça se fait en auto. Ouais, c'est dur à dire parce que à Toronto, on avait un endroit où rester. On jouait de la famille là-bas, fait qu'on a pas payé d'hôtel. Fait qu'on a vraiment juste payé la convention, c'était, je pense, 150, 120. Par personne? Ouais, pour les 3 jours. Versus Dice Tower West, qui était un peu plus cher, mais c'était pour toute la semaine. Mais c'est ça, là, il a fallu mettre le billet d'avion, aller-retour. Fait que c'était $500. L'hôtel là-bas, on avait un deal avec la convention, fait que c'était pas si pire. Soixantaine de dollars par nuit, de mémoire, là. Je dis des chiffres, là, ça se peut que ça soit... Mais si on parle... Dice Tower West, dans le fond, ça aurait pu coûter autour de 1000$. À peu près, mais c'est ça, j'ai pas acheté de jeu là-bas non plus. Ouais, ça c'est vraiment juste aller à la convention. Mais les repas là-bas étaient quand même assez dispendieux, par contre. Ok, ouais, fait que c'est ça, 1000$ sans la bouffe. Ouais. Ish. Ok. Alors, ok, tu sais, mettons, t'es allé à Toronto, congrès un peu plus petit, un peu plus proche, puis t'as été chanceux, t'avais pas d'hébergement, tu sais, ça t'a coûté comme, à deux, toi, à peu près 150$, puis là, ça ajoute la bouffe. C'est ça. Fait que ça varie vraiment de quel congrès tu vas aller. C'est ça, le congrès en tant que tel, il est pas cher. Ce qu'il faut que tu budgètes, c'est comment t'y rentres, puis tes dépenses là-bas, tu sais. Maintenant, prochaine question de Gen B. Question existentielle. Star Realms ou Hero Realms? Jusqu'à récemment, j'aurais dit Hero Realms pour les extensions qui rajoutent une campagne. Mais là, ils en ont sorti une avec Star Realms aussi. Elle est en train, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est sur GameFound en ce moment. Fait que, pour vrai, c'est deux jeux qui se ressemblent beaucoup. Vas-y avec la thématique qui te parle le plus. T'es-tu plus fantasy ou science-fiction? T'as-tu joué, toi, à Star Realms? Non, j'ai pas joué à Star Realms. Moi, ce qu'on m'avait... C'est vraiment juste à Hero Realms que j'ai joué. J'ai pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire non plus, là. Moi, j'ai principalement joué avec
Tu sais, En versus. Ouais, en versus, avec le jeu de base. J'ai pas aussi non plus eu essayé les boss fights, ces trucs-là. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'ai une expérience limitée, quand même, par rapport à tout ce qui est disponible. C'est ça, je vais devoir me fier à ton jugement, Sam. C'est généralement une bonne idée, de toute façon. De se fier à mon jugement plutôt que celui de Vince. Fait que... Ah, pas partout. Ensuite, on a J. Michel qui demande... C'est pas vraiment une question, mais plus comme une demande. Ça demanderait beaucoup de temps à faire, mais je serais curieux de voir un timeline de l'apparition des grandes mécaniques de jeu. Donc les jeux de cartes de levée, les planches de jeu AD, les cartes à collectionner, gestion de ressources, worker placement, deck building, etc. Donc de faire une espèce d'historique des mécaniques de jeux de société, dans le fond. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être un épisode à un moment donné, un hors-sujet auquel on pourrait vraiment creuser profond sur les origines des jeux. Ben, je pense qu'il y aurait matière à faire plus qu'un épisode. On pourrait même partir un podcast spin-off là-dessus, si on veut. En fait, il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle Board Game Dojo, qui est fait par des gens qui vivent au Japon. D'où le nom Board Game Dojo. Mais c'est ça, l'auteur, il a un background en psychologie. Fait qu'il étudie beaucoup la psychologie par rapport aux jeux de société, mais aussi l'histoire des jeux en général. Donc ils ont fait 2 épisodes sur vraiment l'histoire des jeux de société à partir de l'Antiquité jusqu'au Monopoly. Fait que là, ils ont parlé des échecs, de Go, mais aussi d'autres jeux encore plus anciens que ça. Puis ça a été quoi leur influence, dans le fond, leur progression pis leur influence sur la société, puis la façon que les jeux ont influencé la société, puis que la société a influencé les jeux, puis tout ça. C'est vraiment super intéressant comme discussion. Ils ont aussi des épisodes sur tout ce qui est plus psychologique, genre qu'est-ce qui nous drive à collectionner les jeux, comment qu'on explique le FOMO, pis ces choses-là, comment que les jeux peuvent aider les gens qui ont de l'anxiété sociale. Fait qu'un paquet de sujets comme ça. Fait que leur tagline, si tu veux, c'est on utilise la science et la psychologie pour étudier les jeux à travers l'histoire, ou quelque chose comme ça. Donc c'est en anglais, mais je suis certain que je pense pas que c'est un problème pour J. Michel. Puis je suis pas mal certain que ça pourrait t'intéresser, puis que ça va t'intéresser, puis que ça pourrait intéresser d'autres auditeurs aussi. Vous irez regarder ça, Board Game Dojo. Je vais aussi mettre un lien dans les notes du show. On a maintenant une question de Martel qui nous demande qui est le plus beau. Ben, c'est simple, c'est moi. Il y a pas de discussion. Tu me le laisses de même? Ah ouais, je suis prêt à l'admettre. Vince, c'est un beau bonhomme. Ah, je suis comme gêné, là. Vince, c'est le beau des deux. Moi, je suis l'intelligent des deux. C'est correct. Toutes nos qualités. Je me disais aussi que ça allait pas venir gratuitement. Bon, je pense qu'on vient de faire le tour de la liste de notre premier épisode de AMA, Ask Me Anything. On a même répondu à qui était le plus beau. Donc, merci à tout le monde qui a pris le temps de nous écrire des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on va peut-être refaire ça dans le futur. Donc, sur notre Discord, ou écrivez-nous par courriel, boardgameduel@gmail.com. Posez-nous vos questions. Ben, avec ça, je pense que ça fait notre 1 an. Oui, bonne fête Vince. Bonne fête Sam. Bonne fête à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui viennent d'arriver. On a eu beaucoup de downloads de plusieurs épisodes récemment, donc bienvenue à nos nouveaux. Oui, on est content que vous fassiez partie de la gang, puis restez, plus on est fou, plus on rit. C'est ça, n'hésitez pas, partagez, commentez, je l'ai dit au dernier épisode, si vous avez des commentaires sur nos vieux épisodes, là, on commence à faire nos rétrospectives là, des duels passés, mais sur n'importe quel épisode, si vous venez de l'écouter, vous avez un commentaire ou des questions, ou juste vous voulez relancer la discussion, venez faire un tour sur notre Discord, ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre, puis de jaser de jeu avec vous autres. On n'est pas méchants. Donc, on remercie Chrysalis pour notre chanson thème, qui est là depuis 1 an, et qui va rester avec nous. Oui, elle pogne dans la tête en plus. Ah, elle est vraiment bonne. Merci à vous de nous écouter. J'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye!
Mais, dans le fond, c'est aléatoire ou... C'est aléatoire. C'est aléatoire ou est-ce Publié aux éditions Blue Orange Games.